Bonsoir à toutes et à tous, meilleurs vœux. Ça va être difficile avec le masque, mais on va y arriver. Bienvenue dans Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Bonsoir, bonne année, cher Arthur Lenoir, qui lui aussi a son masque. Comme chaque lundi, vous filmez Arthur et vous répondez en direct aux questions des spectateurs. Alors ce soir, excusez nos masques, mais la comédie française est fermée depuis une petite dizaine de jours. Absolument. Christophe Montenez, en face de moi, va bientôt monter sur le plateau pour le lancement de la saison Molière, donc nous ne prenons aucun risque. Première émission de l'année 2022, première émission de la saison Molière. Dans quelques jours, donc, le 15 janvier précisément, le Français inaugurera cette saison particulière qui célèbre le 400e anniversaire de son patron avec une pièce quasi inédite et pourtant si célèbre, le Tartuffe. Pour en discuter ce soir, nous recevrons bientôt le metteur en scène Ivo Van Hove, qui devrait arriver dans quelques minutes. Nous recevrons Christophe Montenez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le 537e sociétaire de la comédie française, c'est bien cela? C'est ça. Et vous jouez le Tartuffe, c'est vous, le faux des veaux, c'est votre troisième collaboration avec Ivo Van Hove, Christophe Montenez, après Les damnés, d'après le scénario de Visconti, et Électre Oreste d'Euripide. Enfin, bonsoir Éric Ruff. Bonsoir. Administrateur général de la Comédie Française. Nous sommes à 12 jours, Éric Ruff, du lancement de l'année Molière, sur laquelle vous travaillez, vous et votre équipe, avec acharnement et passion depuis de longs mois. Vous avez fait le choix d'inaugurer cette saison avec la pièce. Bonsoir Ivo Van Hove. Ivo. Bonsoir Ivo. Nous sommes en direct. Bienvenue. Bienvenue à l'antenne de Quelle Comédie. On n'a pas eu le temps de dire des choses très intéressantes. Non, pour l'instant, on a présenté tout le monde. Écoutez, alors je vous présente Ivo Van Hove. Déjà, merci. Dernière répétition dans ce contexte tout à fait particulier qui est celui que tout le monde connaît. Merci de vous être rendu disponible pour nous ce soir. J'essaye de vous présenter en quelques mots. Vous êtes une figure majeure de la scène théâtrale internationale. Vous avez mis en scène plus de 100 productions et vous êtes l'actuel directeur général de l'International Theatre d'Amsterdam. C'est votre troisième mise en scène à la Comédie Française. Voilà. Tout est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est pas la première chose, mais les autres choses, c'était... Les autres, je crois que c'est vrai aussi, non? J'imagine. Alors, je posais cette question à Éric Ruff. Lorsque vous êtes arrivé, Éric Ruff a fait le choix d'inaugurer cette saison avec la pièce la plus jouée du répertoire de la Comédie Française, mais paradoxalement la plus méconnue dans sa version originelle. Qui veut répondre à cette fausse question, cette question qui n'en est pas? C'est une phrase avec 3 petits points. Peut-être je peux répondre sur le choix d'Ivo, qui n'est plus un choix, qui est une continuité, une habitude, voilà, parce que Ivo est là, effectivement, c'est la troisième fois qu'il vient parmi nous. Les damnés avaient été un projet majeur pour la comédie française, majeur de mon premier mandat. Il y avait un avant et un après, pour toi aussi. En tout cas, c'était très, très important. Donc je voulais qu'Ivo revienne. Et puis, pour cette saison Molière, je voulais absolument qu'il y ait des regards un peu singuliers sur cette œuvre. Et on souffre quelquefois, nous, Français, d'avoir une bibliothèque molièresque d'une densité, d'une lourdeur assez rare. Tellement d'exemples, tellement de références que de temps en temps, on n'arrive pas à bouger. Je me souviens qu'un jour, Anatoly Vassiliev, sur Amphitryon, nous avait dit « Vous, les Français, vous ne savez plus monter Molière ». Et pour nous mettre dans la poche, il nous a dit « Mais nous, on ne sait plus monter Tchekhov, et vous, oui ». Donc il y avait une sorte de politesse qui avait été faite. Mais j'avais trouvé ça très intéressant. Et effectivement, lorsque des metteurs en scène étrangers, donc non français, s'emparent de Molière, ils s'emparent de Molière comme on s'empare de Shakespeare, comme on s'empare de Pouchkine, comme on s'empare... c'est un grand auteur, point. Et il n'y a pas la lourdeur de la Bibliothèque nationale sur les épaules, et j'ai souvent remarqué que les metteurs en scène étrangers avaient une liberté et souvent une vérité plus grande sur notre répertoire. Voilà. Donc, la fidélité à Ivo, évidemment, et puis le fait qu'il me semblait important de confier le premier pas de cette saison Molière justement à un metteur en scène, j'allais dire étranger, je ne sais pas ce que ça veut dire, un metteur en scène étranger en tout cas, qui n'a pas cette dévotion. Oui, pour qui Molière n'est pas un piédestal, un héros national, etc. On a la chance d'avoir un metteur en scène qui parle magnifiquement français, qui le comprend, donc c'est tellement mieux. Je sais que ça fait des années que tu dis non, mais à force, je t'assure que...
Voilà, c'était ce choix-là. Et pourquoi cette pièce-là? Alors peut-être vous, Ivo van Hove. Le Tartuffe est un succès. En France, c'est sans doute l'une des pièces les plus connues, en tout cas de Molière, et l'une des pièces les plus jouées à l'école. Je parle aussi partout dans le monde. Quand on parle de Molière à New York ou de Londres, on parle de Tartuffe. Tout le monde connaît cette pièce. Mais ce qu'on a découvert, que c'est la version originale de cette pièce, que je ne connaissais pas du tout. Et ça, c'est une pièce, c'est la même, mais aussi très différente. C'est une pièce pas en 5 actes, mais seulement, on peut dire, 3 actes, mais 3 actes très forts et très intenses, je crois. Alors, quand j'ai découvert, c'est pas, ça existe déjà, mais on n'a pas joué à la Comédie Française cette version, je crois. Alors, c'est une création. Oui, mais c'était pas la seule chose pour moi, c'était toujours, j'ai déjà rêvé de faire une Tartuffe il y a 10 ans ou 15 ans à Amsterdam. Je n'ai pas fait parce que pour moi, la résolution de cette pièce en 5 actes, ça ne m'a pas plu. Je ne savais pas quoi faire. Il faut faire quelque chose de bizarre. Parce qu'avec l'exemple du roi, par exemple, à la fin, qui vient comme un Deus ex machina, on ne sait pas quoi faire avec ça. Alors, quand j'ai découvert cette pièce en 3 versions, j'ai immédiatement dit, oui, ça c'est le projet, peut-être, si c'est possible de faire ça. Eric a dit immédiatement oui, bien sûr. Et alors, ouais. Alors, Ivo, en fait, je me souviens d'une première discussion, avant qu'on parle de la version en 3 actes, où tu m'as demandé, mais est-ce qu'on peut couper ? Je voulais savoir si on pouvait. Ça, c'est merveilleux. C'est toujours ma question. Vous voulez couper Molière à la Est-ce qu'on peut couper Molière à la Comédie Française ? Et je t'ai répondu immédiatement oui. Ça m'intéressait aussi beaucoup parce que, comme nous sommes dans la maison dite de Molière, à titre posthume, évidemment, il n'a pas connu ni la constitution de la Comédie Française, ni évidemment ce lieu qui est beaucoup plus tardif. Mais on a toujours un surrespect du texte. On est capable de respecter des virgules que Molière n'a jamais écrites. Donc, on est dans un rapport de génuflexion que je ne trouve pas juste. Et il me semblait que dans sa maison, on pouvait avoir la même liberté qu'il avait lui, justement, parce qu'il allait choper des thèses, des morceaux chez Plaute, etc., chez plein d'auteurs. Il construisait comme ça. Et il me semblait que oui, finalement, retrouver le geste originel et pouvoir couper dans son œuvre me semblait pas salutaire, mais tout à fait possible. Donc effectivement, j'ai dit à Ivo, oui, on peut, et puis est arrivée cette version en fait qui date d'il n'y a pas si longtemps, parce que Georges Forestier, donc celui qui l'a constitué, l'a fait avec une méthodologie qui lui appartient. Alors, expliquez-nous un peu cette version, justement. Vous avez dû la reconstituer tel un archéologue de la littérature, en tout cas Georges Forestier, qui est l'historien qui s'en est chargé, avec Isabelle Grelet, a fait un travail d'archéologue pour aller retrouver une version originale qui aurait été donnée une fois, 2 fois, avant d'être interdite, c'est ça ? Une seule fois avant d'être interdite. Par Louis XIV ? Absolument. Qui apparemment l'a beaucoup appréciée, mais qui ne pouvait pas la valider. L'histoire, c'est Louis XIV a ri et le lendemain l'a interdite. Oui, absolument. Ce qui a beaucoup étonné Molière, je crois que Molière a beaucoup défendu pour essayer de faire en sorte que ça soit joué. C'est sans doute une catastrophe aussi économique de faire tout ce travail et de devoir l'arrêter immédiatement, mais et en plus je crois qu'effectivement le roi l'a apprécié, mais il ne pouvait pas. Les dévots dans son royaume étaient d'une importance telle qu'il ne pouvait pas se les mettre à dos. Voilà, donc il a fait le sacrifice de son auteur pour ça. Et donc la pièce est restée comme ça pendant plusieurs années. Et puis Molière l'a représentée, mais dans une version beaucoup plus grande. C'est comme si, d'une certaine manière, il avait mis de la crème autour du gâteau pour qu'on puisse le digérer. Un roi à la fin. Voilà. Pour plaire. J'ai toujours dit on gagne et on perd quelque chose. On gagne beaucoup, on perd. La deuxième acte, ça veut dire on perd Marianne et Valère et la grande scène d'amour entre les deux. Et on perd, pour moi c'est pas une perte, le 5e acte avec l'exemple du roi et la résolution qui n'est pas vraiment une résolution. Alors qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne que la relation, et j'utilise le mot consciemment, la relation entre Tartuffe et Elmire. Ça devient le centre
du spectacle, mais aussi du texte. C'est le deuxième acte partout, ce qui concerne de ça. Alors, et l'autre chose qu'on gagne, c'est que Tamis devient plus important. La bataille entre le père et le fils. Et le fils Tamis étant le fils d'Orgon. Son fils, oui, qui veut que Orgon l'accepte comme il est. Et donc, seulement que ça, tu fais bien. Mais il ne le fait jamais, parce qu'il est totalement sous l'influence, on peut dire, mais aussi pour moi, c'est une relation entre Tartuffe et Orgon. Alors, pour moi, c'est plus riche dans le minimalisme et pas dans le maximum. C'est plus dense. Oui, plus dense pour moi. Ivo van Hove, j'ai lu que vous étiez gardier pendant bien longtemps de monter un grand classique français en France, bien comme sûr. Vous gardez de monter un grand classique anglais en Angleterre. Alors qu'est-ce qui a été si séduisant et irrésistible à la proposition d'Éric? Aussi quand tu m'as demandé de faire quelque chose à la Comédie Française il y a des années, je n'ai pas répondu. Pour moi, c'est une honte maintenant que je n'ai pas fait, parce que j'avais des préjugés sur la Comédie Française. Et ça, c'est sur un académisme théâtral? Oui. Et old-fashioned, comme on dit ça en français. Alors, je pensais quoi faire là-bas. Et alors, il m'a demandé une deuxième fois. Et alors, on s'est rencontrés et je le connais parce que je l'apprécie beaucoup, Éric, parce que je l'ai vu dans le spectacle de Chéreau, qui est mon idole, c'est connu maintenant. Alors, je le connaissais déjà, et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Oui, mais on a discuté alors quoi faire, et alors j'ai demandé un jour, est-ce que je peux faire un film sur scène? C'était un petit peu un choc pour le choquer, mais il n'était pas choqué du tout. Est-ce que vous pouvez monter, adapter un film? Un film, et pas quelque chose d'une tragédie ou quoi. Et il a dit, bien sûr, lequel? Et j'ai dit, mais les derniers, oui, c'est fait. Oui, c'est fait, ma part, parce qu'il y a aussi une commission ici qui va dire oui, mais il m'a dit oui. Qui veut dire que vous faites rentrer le texte. Oui, j'ai senti une grande liberté. Mais après, et c'est aussi très important pour moi, parce que je n'ai pas rencontré un acteur ou une actrice avant, et c'était pas la faute de mon programme dans ce temps-là. C'était pas possible. Alors, c'était comme ça, on s'est rencontrés le premier jour, c'était à le théâtre 104, oui, pas dans la maison. Mais beaucoup des acteurs, je ne connaissais rien, personne. Et, j'ai vu des choses sur vidéo, des choses comme ça. Et alors, je n'oublie jamais le premier rencontre, tout le monde m'embrassait. Oui, mais pas pour moi. Moi, je suis catholique belge, c'est quelque chose d'autre. Quand je s'embrasse, je dis quoi faire? Je ne savais pas comment réagir. Alors, j'ai fait mon introduction. Et pendant l'introduction... Vous avez présenté votre projet des damnés, c'est ça? Oui. Et pendant cette introduction, le décor, les choses comme ça, mais aussi les pensées de quoi ça parle aussi. Et immédiatement, j'ai vu des réactions, mais des réactions vraiment très profondes chez les acteurs, tout le monde, comment on réagisse. Et ok, le jour après, on a commencé, j'ai fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait seulement l'entrée des acteurs. Il y a 4 heures. Pendant 4 heures, seulement entrer, se déshabiller, s'habiller. Oui, ouais. Oui. Et alors, on a fait seulement quelques phrases pendant... Et après, je crois que c'était pour moi, pour le faire sentir que ça ne va pas être un théâtre normal, mais plutôt un performance. Ouais.
Mais tout le monde a accepté. Personne n'a fait ou des choses comme ça, ou les yeux, parce qu'en metteur-en-scène, on fait tout. Pas du tout. Et l'autre chose qui était très important pour moi, après 3 jours, Denis Podalides est venu à moi. Ivo, on a attendu pour ça il y a longtemps. Pour moi, c'était une affaire d'amour dès le premier jour, la première seconde. Et c'est très rare dans sa vie. Et la rencontre avec Christophe Montenay, c'est votre 3e spectacle ensemble. Mais il vient aussi là. Il a un bon rôle. Comment alors je sais que vous dites que vous n'êtes pas un metteur en scène de méthode, mais comment est-ce qu'on travaille avec Ivo Van Hove pour la 3e fois là maintenant? Vous avez une idée? Comment on travaille? Parce que vous avez été Martin dans Les damnés. Ouais. Oreste dans L'Express. Et là vous êtes le Tartuffe. C'est assez. Ivo, il travaille aussi beaucoup. Il y a tout qui se met en place. On arrive. Normalement, on travaille en salle de répétition en amont. Les costumes sont pas encore là. Il n'y a pas la musique, la vidéo, tout ça. Et là, ça fait partie, comme ce que dit Ivo, une performance. Et c'est vrai que c'est une qualité de son théâtre que j'adore. Et je trouve qu'il y a un côté aussi spectaculaire. C'est du spectacle. Il y a un truc un peu. Quand on a vu Les damnés, c'est énorme. Il y a quelque chose d'une grosse machinerie qui avance en même temps que l'acteur, au même titre que l'acteur. Donc il n'y a pas une sorte de primauté de l'acteur il n'y a pas une sorte de déification de l'acteur ou de sacralisation, même du texte ou de quoi que ce soit. C'est que toutes les disciplines, tous les corps de métier avancent en même temps. Et du coup, je trouve que pour l'acteur, ça le déresponsabilise au bon endroit. En fait, ça le met à un endroit d'artisan. Au même titre que Ivo, il peut vraiment, d'ailleurs, quand on répète, c'est hyper énervant. Ivo, j'en profite. Voilà, tiens, tu peux me bouger la lumière là, le truc là, et toi tu joues. Et en fait, mais je trouve ça hyper rassurant en fait. Parce qu'il y a quelque chose, tout est pris en charge en même temps, et on fait du théâtre, et c'est un spectacle, et on a 8 jours pour le faire. C'est-à-dire que c'est pas hyper cérébral ou... Non, mais c'est très organique. Il y a quelque chose de... 8 jours? Non, c'est une blague. Mais... C'est-à-dire que vous faites peu de répétitions, c'est ça? Non, mais ça va vite. Non. Oui, mais j'ai découvert ça à New York. Oui, c'était comme ça parce que j'avais l'habitude de faire un travail à la table pendant une semaine ou 1 semaine et demie jusqu'à 2 semaines. Mais quand j'étais à New York pour la première fois, c'était un spectacle très long, 3h30. Et on m'a dit tout d'un coup, je n'étais pas préparé pour ça, je n'ai pas entendu ça. Alors, après 5 semaines, il y a un public pour les previews, comme on dit ça. Je dis 5 semaines, mais alors, je ne vais pas terminer 3h30 quand on va à la table. Alors, j'ai fait seulement une lecture et dès le jour après, j'ai répété tout. Et c'était pour moi une découverte. Le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Le théâtre, c'est seulement quelqu'un entre, il dit quelque chose, et l'autre, lui ou elle répond à la personne qui... C'est pas... C'est aussi simple que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est vrai, moi je trouve qu'il y a quelque chose comme ça. En fait, quand on travaille avec Ivo, on se rend compte que... Après, il a beaucoup travaillé en amont aussi. Il y a quelque chose, l'espace de Yad notamment, il est toujours léché. Et pour les acteurs, c'est un vrai terrain de jeu. Et ça suit l'acteur, ça fait corps avec l'acteur. Ivo, il a déjà imaginé certaines choses. Donc, il y a un cadre qui est déjà là. Mais dans le cadre, c'est bien connu, dans la consigne, on trouve la liberté. Et je trouve que c'est vrai que ça fait assez simple. Quand on travaille avec Ivo, il y a quelque chose, mais parce que c'est aussi peut-être cette temporalité qui est celle-ci, qui est très directe, première, et c'est ça, tu dis ça, on n'a pas le temps de trop non plus se poser des questions. Ça veut dire que vous ne vous posez pas pendant des jours, prendre le texte par exemple, le décortiquer? Non, pas du tout, mais je trouve que c'est assez simple, c'est une méthode, et il y en a plein, mais moi j'aime beaucoup parce que ça va directement un peu à l'os, et en fait, c'est assez bluffant, je trouve, que
des fois, moi j'ai un collectif de théâtre à côté par exemple, et je sais maintenant que si on se met pas un cadre de temps, ça peut être aussi s'éparpiller et partir dans quelque chose de vertigineux, parce que ça n'aura jamais de fin, et tu peux ne jamais finir un spectacle parce que tu rentres dans des méandres, et là il y a quelque chose qui est à la racine et qui est évident un peu, mais que aussi met très bien en place Ivo. J'imagine que pour arriver à cette efficacité-là, pour arriver à ce que vous dites, à l'os, on travaille à l'os, c'est-à-dire très dense et très court. Il y a énormément de travail avant. Oui, oui, c'est comme ça, mais j'aime ça, la préparation. Et aussi dans la ce préparation, cas-là, c'est un travail que vous faites vous, seul. Oui, non, c'est avec l'équipe artistique, bien sûr. Il y a un dramaturge, Koen Tachelet, dans ce cas-là, en plus, qui fait le costume toujours. Et Yann, je fais tous les spectacles avec lui. Alors c'est très... On se parle avec Yann, je parle pas... C'est d'abord avec Koen et avec Yann. Et Anne vient toujours un petit peu plus tard, parce que pour moi, les costumes, c'est très... quelque chose de spécial. Je sais pas. Pour moi, c'est... Mais aussi, dans ce cas-là, le français, c'était compliqué. Parce que je connais le français, la langue, ou le français, le théâtre? La langue Non, la langue française, dans ce cas-là, de Molière. Parce qu'avec les années, c'était pour moi pas trop compliqué. Parce que c'est un texte ou un film, alors c'est pas un texte compliqué. Et après, pour Electrolais, c'était plus dur. Mais maintenant, c'était vraiment un défi pour moi. Et j'ai étudié chaque jour, le matin, pour chaque répétition, j'ai étudié des heures et des heures. Et j'ai fait ça il y a 1 an déjà. Pour vraiment, parce que c'est le même problème que j'ai à l'opéra. Quand je fais de l'opéra, quand je fais un opéra en Russie, je veux comprendre ce qui est vraiment dans ce texte. Autrement, ça ne vaut pas la peine pour moi. La musique, bien sûr, aussi, c'est le même problème. Mais il faut étudier. Alors, oui, je suis préparé, je crois. Ce Tartuffe, alors. J'ai un plan avec où est-ce qu'on commence, où est-ce que quelque chose au milieu et à la fin. Et parfois, maintenant aussi, aujourd'hui, on a changé son entrée. Aujourd'hui, vous avez répété. Oui, vous avez pris la répétition. On a changé toute son entrée. Et peut-être que c'est pas prêt maintenant. Alors, ça ne veut pas dire que quand on a un plan, il faut aussi considérer, non, ça c'est pas bon, il faut changer ça, mais pourquoi, comment, ça. Je peux témoigner de ma surprise là-dessus, parce que Yvon disait qu'en arrivant, il avait un a priori sur le côté old school de la comédie française, et moi je pouvais avoir un a priori sur le metteur en scène qui arrive avec une préparation déjà vraiment faite, parce qu'on a plutôt l'habitude, nous acteurs français, d'avoir quelqu'un qui travaille des heures avec nous et qu'on fait le spectacle ensemble. On a vu des metteurs en scène arriver et dire aux acteurs, tu te mets là, tu fais ça, et généralement l'acteur n'aime pas ça du tout. Et là, au bout de 2 ou 3 jours, ils sont tous venus me voir, je me dis comment ça se passe, et ils m'ont tous dit, on est à la genèse de tout. Donc ils avaient l'impression d'inventer totalement avec toi, alors qu'il y avait un mais ça, c'est le cas. Parce que moi, préparation ne veut pas dire que je ne fais pas un blocking ou entre par ça. Ça, je fais vraiment dans l'espace avec eux. Ça, c'est vraiment l'inspiration du moment. Mais je crois que le devoir d'un metteur en scène est de créer avec Yann et avec tout le monde un monde. Où est-ce qu'on va habiter cette fois? Et c'est comme une maison. On crée une maison. Et on dit toujours, des acteurs partout dans le monde disent toujours des décors de Yann, qu'on sait immédiatement où on doit être et où on ne doit pas entrer. Ça, c'est bluffant. Oui, c'est un petit peu comme ça. Il est très très fort pour ça. Mais c'est vrai qu'Ivo, c'est comme l'impression de... Parce qu'on a une très grande liberté là-dedans, et c'est comme s'il nous mettait des plots, en fait, une sorte de... C'est un guide, et en même temps, c'est très libre, et ça passe aussi beaucoup par des images, des actions physiques qu'il a pu rêver et qu'il propose comme ça. Mais d'ailleurs... il est très à l'écoute, et s'il y a quelque chose qui passerait pas, il a une grande confiance en l'acteur. Ça aussi, c'est très agréable. J'avais posé cette question, ce type de dispositif,
ça vous met en confiance en fait, ça vous guide et autant que ça vous laisse oui, c'est très vous déployer. C'est rassurant et en même temps ça donne envie de jouer. Et puis ces plateaux comme celui-ci, les damnés aussi, d'une certaine façon Actors aussi, il y a l'idée de ring, enfin il y a l'idée d'un, je sais pas. Mais c'est quand même technique, ce sont des mises en scène qui sont qui nécessitent que vous ayez tout en tête. L'improvisation est quand même compliqué dans des dispositifs comme ça. Là, de nouveau, je ne dévoile rien, mais il y a des écrans, des caméras. Oui, mais pas tant, parce que comme ce que je disais, dans cette consigne-là très précise, en fait, on se sent tellement, plus en sécurité que c'est Eric qui disait ça, je sais plus quand tu me disais ça, c'est comme si tu montais je sais pas, la même chose, tu m'avais fait une image de Britannicus et tout d'un coup, tu as un plateau nu et un metteur en scène qui dit, vas-y, fais... Ça, c'est vertigineux. Fais ce que tu veux. Du coup, tu fais rien et t'es traumatisé, c'est terrifiant. Tandis que là, il y a quelque chose, c'est beau, il y a des endroits chauds, des endroits froids. Toi-même, ton cerveau un peu reptilien comme bien, il dit, si je me mets là, ça donne ça. Là, si je vais au centre... En fait, on comprend la prise de position, il y a quelque chose on donne une règle du jeu comme un jeu de société et nous-mêmes, on comprend assez vite avec les décors de Yann. Porté par la scénographie. Ouais, vraiment. Il me semble, j'ai jamais été dirigé par Ivo, mais je m'étonnais beaucoup sur les damnés à Richelieu. Ils attendaient tous avant l'entrée commune où tout le monde arrivait pour la première image, donc ils attendaient devant la porte, là où il y a la fontaine à eau. Et il y avait une espèce d'humeur, d'une joie absolument dingue pour jouer cette histoire atroce. Et je me disais, tiens, comment ça se fait, ça plaisantait, etc. Et au bout d'un moment, j'ai compris, me semble-t-il, que c'est ce que tu racontes de la déresponsabilisation de l'acteur, dans ce sens-là, où généralement, oui, on rentre, on joue un Siocus, tout le poids est sur l'acteur, sa prise de texte, etc. Alors que là, l'acteur sent qu'il n'est pas le seul à raconter l'histoire. Ouais. Il y a le cadre qui raconte l'histoire, il y a l'image, il y a le son, il y a toutes ces choses-là. Donc, comme il a moins de poids sur les épaules, l'acteur, finalement, est plus libre. Donc, il trouve une légèreté. Et souvent, la légèreté crée les drames les plus grands et ça fonctionne incroyablement. Et c'est un style d'ailleurs de jeu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est assez nouveau pour nous. Ça modifie votre jeu cette façon de travailler Oui. Ça a une incidence sur... Ça met dans une énergie de plateau qui est en répétition, une sorte d'urgence et de nécessité, parce qu'aussi il y a l'idée que c'est peu de temps. Et puis il y a tout, en fait, c'est assez rare, on travaille rarement comme ça. Il y a les costumes, il y a la lumière, tout qui se crée. Il y a vraiment le sentiment de... Pourquoi vous travaillez rarement comme ça ? Parce que souvent, on travaille d'abord préalablement par étapes, et puis on a un peu plus de temps, on travaille en bas dans les salles de répétition, les costumes arrivent un peu les 15 derniers jours, 3 dernières semaines. Là, il y a quelque chose où directement, il y a un effet aussi de nouveauté, en fait. Les débuts des répés, je suis déjà avec mon beau costume, avec ma coiffure, il y a quelque chose où je peux habiter pleinement, je sais pas comment dire, et ça ressemble déjà à quelque chose, c'est ça qui est bluffant, mais parce que tout avance en même temps et quelque part ce que je crée, ça va être le spectacle. Ça veut dire que la scénographie, les costumes, les lumières, tout ça évolue aussi, même si c'est défini au départ, comme le texte. C'est pas quelque chose qu'on adjoint à la fin, mais on crée... Ça grandit avec la pièce, en fait. C'est aussi une possibilité que tu as dans ton théâtre, chez toi, ou la salle de répétition. Oui, mais pas comme ici. Mais oui. Pourquoi, dites-moi ? Non, je fais ça aussi. On a des salles de répétition très grandes à Amsterdam. Alors, on peut créer beaucoup. Mais par exemple, les lumières, pas comme ici. Ça, c'est spécial. Oui, il faut le dire. Oui. C'est-à-dire, tu peux tout faire en salle de répétition. Tu peux pratiquement créer la lumière, le son, le décor. Déjà pratiquement. Le décor, c'est aussi... pas toutes les choses, mais plus ce que on voit, c'est là. Oui. Quelle est la spécificité du travail avec la Comédie Française, vous qui avez travaillé à Amsterdam, mais aussi avec beaucoup d'autres acteurs? Oui, mais c'est une question qu'on me demande beaucoup partout. C'est la même chose qu'on me demande à Londres. Mais pour moi, les bons acteurs sont partout les mêmes. Et ils ont l'attitude qui sont les mêmes attitudes. C'est ça, est-ce que c'est la même attitude? Est-ce que c'est la même façon de travailler? Est-ce qu'il n'y a pas de spécificité régionale? Non, pour moi pas. Et moi, je travaille plutôt à Amsterdam, à Londres, New York et ici, maintenant à Paris. Et c'est partout les mêmes.
Les bons acteurs ont les mêmes attitudes, le même engagement envers le matériel, le texte, et aussi, par exemple, ici, Denis Podalides, c'est un grand star du théâtre français, mais dans la répétition, c'est un collègue. C'est quelqu'un qui travaille avec nous, avec les autres acteurs. Et bien sûr, ils savent beaucoup plus que les autres. Et il est aussi, quand ils font les répétitions, il est dans la salle parfois. Mais c'est la même chose avec Bryan Cranston quand je fais l'homme de Breaking Bad, quand je fais Network avec lui, c'était la même chose. Il était beaucoup dans les scènes où il n'a rien à dire, il était toujours là, seulement attendre à la table et il voit que les autres font. Et c'est partout la même chose. Ce rapport au texte, il y a une internationale en fait de l'acteur et de l'actrice, ça reste une question, c'est-à-dire que c'est assez fascinant de se dire que le rapport au texte, le rapport au métier est le même en fait, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture. C'est ce que vous dites. Mais quelle est la question exactement? Non, je revenais sur ce que vous veniez de dire, j'étais émerveillée. Ok. Non. Et cette troupe, vous êtes un homme de troupe, puisque vous avez une troupe à Amsterdam. Oui. Cette troupe-ci... Oui, mais ça, j'aime beaucoup, bien sûr, parce que c'était aussi comme à la maison. On se connaît, les acteurs se connaissent. Maintenant, vous commencez à les connaître, au bout de 3 productions. Oui, mais ce que j'ai vu immédiatement, qu'on aide... c'est toujours comme ça aussi. Une solidarité entre eux. Oui, on se connaît, alors on peut aussi dire, mais ce que tu fais là-bas, peut-être il faut changer ça un petit peu comme ça. Et moi, j'ai pas peur de ça. Beaucoup de acteurs français ont peur de ça, mais moi, pas du tout. Je suis content que quelque chose est mieux que moi, je peux inventer. Je suis toujours content. Oui. Ouais. Christophe Fontenay, je vous vois sourire. Ouais, parce que ça me touche, parce que c'est vrai, mais je trouve ça très beau et juste. Enfin, c'est vrai qu'il veut tout le bien pour le spectacle. Ivo, c'est pas quelqu'un que. Enfin, il n'y a pas d'ego de metteur en scène. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, c'est assez. Je sais pas, je suis sourire parce que j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Je l'entends dans la. Oui, c'est Alors, ce Tartuffe en 3 actes. Christophe Fontenay, est-ce que vous voulez nous dire de quoi ça parle? Il y a 2 actes de moins, des personnages en moins. De quoi ça parle? Vous êtes le Tartuffe. Je suis le Tartuffe. Et dans cette version-là de la pièce, le Tartuffe est vraiment au cœur de... Enfin, c'est un catalyseur. Ouais, au centre avec Elmire. Ce que disait Ivo. Joué par Marina Hans. Ouais. C'est vrai que vu le travail qu'on fait, c'est compliqué d'en parler, enfin de résumer par exemple qui il est, pourquoi il agit comme ça. Et on parle de beaucoup de sincérité avec Ivo. Moi, je vis ça comme une sorte de succession de scènes en ce qui me concerne, dans celles qui sont les miennes en tout cas, comme des petits échantillons d'authenticité, comme une scène est décorrélée d'une autre en fait. Si je pense en jouant Tartuffe qu'il y a une sorte de faux dévot, d'imposteur, d'hypocrite, de stratégie, du coup je raconte autre chose et Ivo ne veut pas cette manipulation et je comprends en gros c'est d'être vraiment dans une sorte d'authenticité dans chaque scène, d'être dans un amour... un Tartuffe authentique. Ouais, c'est ça, très authentique avec Orgon, donc c'est des scènes d'amour. C'est toujours un peu des scènes d'amour en fait. Il aime Orgon, il aime Elmire, il y a quelque chose de très fort et après j'ai l'impression que c'est le spectateur qui fait un peu le tri là-dedans et qui voit un petit peu le point A, le point B, le point C et qui se fera une idée de ce parcours-là, est-ce qu'il a manipulé ou pas, mais c'est vrai que je pense que ça peut être peut-être déstabilisant, enfin en tout cas c'est très agréable. Déstabilisant d'avoir un Tartuffe comme Christophe Fontenay, c'est pas le... Oui, mais pour moi c'est immédiatement le choix. Un Tartuffe jeune avec les attraits de la jeunesse, pardon si on peut... Et qu'on pouvait vraiment sur scène une relation qui se développe, parce que ce n'était pas la stratégie d'Elmire, pas la stratégie la relation entre Tartuffe et Elmire. Qui devient une scène d'amour. Vrai. Il fallait qu'il y ait une ambiguïté. Ça commence pour Elmire comme stratégie, mais
il est devant lui et ça change. Et c'est comme dans la vie, non? Ouais, je trouve que c'est très au présent. Enfin, c'est vraiment l'idée d'un vrai parcours pour tout le monde. J'en parlais tout à l'heure, je pensais aussi pour Orgon. Je trouve que c'est celui qui a aussi un vrai grand parcours avec Orgon qui est joué par Denis Podalides. Qui a un vrai, pour moi, un point A, un point B. Et puis c'est avec le travail d'Ivo, je trouve que c'est celui qui a presque l'éventail le plus énorme et qui se réalise en tant qu'homme et très fortement dans la pièce. Mais je trouve que tout le monde change. Alors je sais pas si en effet il y a un truc un peu théorème de Pasolini, même si c'est pas la même chose, mais d'une sorte de... C'est une référence pour en tout cas cette version-là de la pièce, ouais. En tout cas de cet homme qui va transformer cette famille, la cellule familiale va imploser autour de l'arrivée de cet homme-là. Mais je trouve que c'est très vivant et en effet il y a quelque chose... Eric le disait aussi, en tant que metteur en scène étranger, enfin en tout cas d'une autre culture, je sais pas, mais il y a quelque chose, on a eu l'habitude d'entendre ce texte enfin, il peut y avoir une musique ou un rond, mais moi-même en fait, couvrez ce sein, enfin il y a des phrases où on a presque l'impression ah tiens, il faut la jouer comme ça celle-là, enfin, mais parce que une idée, en fait Ivo déconstruit ça parce que lui il sait pas en fait tout simplement, tu vois, la tradition de comment on doit faire ça. Ouais. Et du coup ça crée un truc qui est en fait simple mais on se dit, enfin simple, mais du coup ce qui est simple c'est que c'est vertigineux et c'est compliqué en fait, enfin mais je trouve que c'est, du coup tu fais ah mais bien sûr, mais évidemment en fait, enfin c'est sûr et du coup c'est génial parce qu'en plus c'est plus tendu, plus dense, puisque ça dure 1 heure. 3 heures. Non. Non, enfin, ça, on sait pas trop. 1h40. Par là, mais en tout cas, c'est en 3 actes, donc il y a quelque chose qui avance. Et je trouve qu'il y a il y a un changement enfin, il y a un truc de présent continu où on voit les gens changer à vue. Rien n'est décidé. Il n'y a pas de second degré ou de tiens, c'est Dorine, elle va faire, c'est la scène tic-tic. Enfin, il y a quelque chose une urgence de plateau, d'histoire dramaturgique, enfin juste il faut la raconter et chacun a ses enjeux, il faut faire quelque chose. Du parcours de chacun. Ouais, Eric Ruff, c'est une pièce que vous connaissez bien. Vous l'avez mise en scène au théâtre à la table. Oui. Pendant la fermeture de la Comédie Française. Mais dans sa version 5 actes. Pour ne pas subir le vertige de toutes les références, justement, dans le théâtre à la table, on était obligé d'aller très très vite. Donc, je veux dire, c'était presque une mise en scène villarienne, juste de s'occuper des espaces, des rapports extrêmement. Et j'avais la chance d'avoir Didier Sand qui avait joué, je ne sais pas quel rôle il y a des années. J'avais la chance d'avoir Claude Mathieu qui avait déjà joué Madame Pernelle. J'avais la chance d'avoir Éric Genovese et Clotilde Bézère qui avaient joué les rôles dans la mise en scène de Marcel Bozonnet. Donc, et finalement, ça raconte cette maison-là aussi. Tu es rentré sur Tartuffe, semble-t-il, de Galine Stoyev. Et on a vu déjà Denis dans un autre Orgon. Donc c'est aussi cette matière-là des comédiens de la Comédie Française, et qu'on traverse les heures, on y revient. Et sans a priori, fort heureusement, j'imagine que Denis ne dit pas non, c'est comme ça que ça se joue. Il avait joué avant, je sais. Il a déjà joué Orgon. Absolument. Il a joué. Ah ouais, ok. Absolument. Mais c'est une lecture tout à fait. Attends, tu me fais douter. Je sais pas. Hein, je regarde Arthur. Non, parce que Claude, elle a joué Pernelle, parce que c'était avec moi. Elle l'a déjà joué, mais Denis, enfin peut-être. Est-ce qu'il n'a pas remplacé Serge Begdassarian Si, c'était Cléante. Ah, c'était Cléante, absolument. Sorry, absolument. Mais oui, en tout cas, c'est une nouvelle lecture de Tartuffe. C'est pas le Tartuffe. C'est à chaque fois on l'apprend à l'école, parce que c'est un texte qui est appris, étudié à l'école, dans tous les collèges. C'est à chaque fois une nouvelle lecture. De toute façon, si on fait référence aux mises en scène qui ont précédé celle d'Ivo, elles sont toujours très différentes, évidemment, mais c'est beau de te voir dans Tartuffe maintenant. Généralement, on y accède plus tard, mais ça, c'est magnifique. Il y a quelque chose en écoutant Ivo que je trouve admirable dans l'homme, comme dirait Molière, admirable dans le travail
d'Ivo, c'est qu'il y a effectivement cette patte, cette technicité, le fait que tu travailles dans une préparation et avec une technique dont on n'a pas l'habitude, et tu es passé assez maître de cette chose-là, et en même temps, il y a une grande simplicité dans ton théâtre. Et je trouve qu'il y a une vertu formidable au fait que les deux arrivent à faire matière. Tu aimes les acteurs simples, je pense que les acteurs t'aiment aussi sur ta simplicité de direction, et ça me fait penser à Patrice Chéreau. Non, mais sur le fait que Patrice refusait toujours de dire qu'il avait une méthode, ou il s'agaçait toujours quand on lui demandait de définir son théâtre. Il répondait toujours, mais moi je raconte des histoires. Et ce que tu viens de dire c'est comme dans la vie, c'est-à-dire qu'on commence une scène, puis on évolue à l'intérieur, et d'abord on a ça, puis finalement on s'aperçoit qu'il y a autre chose qui se passe, et que cette simplicité-là donne des versions souvent magnifiques, alors que dit comme ça a l'air très simple, de juste suivre ce qui est dit, et de porter crédit à ce qui est dit, sans se dire qu'il y a un préalable, il y a une stratégie, le personnage pense ça avant, etc., de se dire maintenant, on dit ça au plateau, on le pose sur le plateau, puis on entend ce que ça provoque. Ce que tu disais, c'est le théâtre, c'est quelqu'un qui vient, qui dit quelque chose, et l'autre lui répond. C'est un vrai soutien. Je trouve que Ivo aussi sait grainer au bon moment des paroles, pour nous soutenir, nous donner à manger. C'est toujours juste. Ça vient juste arriver au bon moment, et c'est toujours hyper riche. Et on se parle pas tant, mais j'ai l'impression qu'on se comprend bien, en tout cas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de grand chose, mais à chaque fois, ce qu'il me dit, ça, je comprends. En tout cas, il y a quelque chose d'évident. Mais c'est vrai que c'est pas. Ce qui est bluffant, c'est que en effet, ça paraît très simple, et on se dit que tout est possible. Il y a vraiment, j'ai vécu ça là sur le Tartuffe à un moment donné, mais même dans l'espace, la musique. À un moment donné, j'ai fait un rêve, par exemple, j'étais dans un demi-sommeil, et j'imaginais que à la fin, quand je claque la porte, et que symboliquement, que je dis c'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en maître, la maison m'appartient, et donc je partais, et j'imaginais que je courais, et qu'il y avait des techniciens qui me mettaient des petits escaliers bout à bout, et que j'atteignais le haut des cintres. En fait, je me suis réveillé, je me suis dit s'il faut, il le ferait. S'il faut, ce serait possible. Tellement, je trouve que c'est. Je te remercie d'avoir donné cette idée. Oui, alors je rappelle qu'on est à 12 jours de la première. Il va falloir être assez. Non, mais je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de. Le champ des possibles. Le champ des possibles est ouvert dans tout, et ça on le voit. La musique, je sais pas, il y a quelque chose de l'image de. Voilà, on sent. Je sais pas. Sans tout dévoiler, mais. Ouais, je trouve ça. Quelle scénographie avez-vous imaginé avec Jan Versveveld pour raconter cette histoire, justement? Ça, c'est un petit peu compliqué pour expliquer ça. Mais ça, j'espère que. On n'est pas dans le romantisme molièresque. Je crois pas. On est presque dans une installation. Mais on commence avec scène vide. Et on construit le décor dans 5 minutes. Alors, après. C'est comme ça. En 5 minutes. Oui. Alors, c'est plutôt comme une installation. Et moi, je considère toutes les pièces de Molière toujours comme des drames sociaux. Et pour moi, mais c'est pas, peut-être pas bon pour expliquer tout ça, parce que ce n'est pas tellement important de savoir. Mais pour nous, c'est plutôt une expérience sociale sur scène. Qu'est-ce qui se passe avec la famille comme qu'est-ce qui se passe avec une famille quand le père invite un étranger, une personne qu'on ne se connaît pas, qui est un mendiant, clochard, qui vit dans la rue, dans sa maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Comment on réagit? C'est une hypothèse très simple, mais pour moi, ça marchait. Parce que toutes les situations ont une relation avec ce thème, ce principe très simple. Qu'est-ce qui se passe avec lui dans cette maison? Alors, musique d'Alexandre Desplat, c'est... Mais c'est grâce à lui. Parce qu'il m'a dit,
Alexandre veut faire quelque chose dans le théâtre. Est-ce que vous êtes intéressé? Oui, bien sûr. Grand compositeur. Oui, et c'est la première fois pour moi que j'ai fait... C'est la première fois que vous travaillez avec lui? Avec lui, oui, bien sûr. Mais aussi avec un compositeur comme lui dans le théâtre. Hein, parce que il fait... Normalement, pour lui, c'est aussi quelque chose de nouveau. Parce qu'il m'a dit, c'est un petit peu bizarre, parce que normalement, dans le film est prêt. Et lui, c'est fini. Le tournage est fini. Le film est là. Et tout est prêt. Alors, il fait la musique. Maintenant, il faut faire la musique pendant les répétitions. Il faut réagir. Chaque jour, on est en contact. Il faut changer ça. Mais peut-être ça, une autre musique là-bas. Il faut réagir très vite. On a seulement les semaines qu'on a. Et on ne peut pas faire très... c'est la même chose qu'avec le décor, avec les lumières, ça va ensemble. Et ça marche pas. Bien sûr, il faut aussi, comme moi, mais j'ai le respect pour lui, pour respecter sa musique, autrement ça n'a pas de sens. Mais ça va très bien, je suis très content de ce qu'il fait. Et en fait, il compose au fur et à mesure des répétitions, c'est ça? Oui, ça change beaucoup. Et il est parfois dans son studio. Ils sont là ici, alors au téléphone, c'est très interactif. C'était son désir. Hein. Parce que quand il est venu me voir, Alexandre Templa n'a pas besoin de travail. Enfin, il a une carrière absolument incroyable, internationale, etc. Mais il avait envie justement de... Il disait, je souffre de la solitude dans mon studio. Effectivement, les films arrivent, je compose dans la solitude de mon studio, puis ça repart dans le monde entier. Et j'ai envie d'être au moment où ça se fait. Donc j'ai envie de revenir à un truc un peu essentiel, le théâtre, comment ça se fabrique, même avec des moyens beaucoup plus maigres. Il avait cette envie-là, donc apparemment c'est exactement ce qu'il a dit. Dans mon spectacle, j'ai dit, dans mes spectacles, il y a toujours de la musique. Chaque minute, toujours. Aussi quand on pense qu'on n'entend rien, il y a quelque chose. Pour lui, c'est un petit peu comme ça, il n'a pas l'habitude de le faire, parce qu'un film, c'est des moments... Oui. Mais il fait ça, je suis très, très, très content. Ouais, c'est très beau, moi, je trouve. Puis ça porte. Vous, ça vous porte? Ouais. Ça crée une ambiance, ça crée un autre chez-soi, aussi. Tu disais, il y a l'espace du plateau. C'est quoi le chez-soi? Il disait comme une maison, enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... On l'habite mieux encore avec cette chose-là, et puis ça nous sécurise encore aussi, enfin, il y a quelque chose de... Et puis ça porte, la musique c'est fort, quoi, il y a quelque chose, comme si on avait confiance, il y a un truc un peu de... presque d'enfant qui joue, enfin je sais pas comment dire, musique tout d'un coup c'est énorme. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que tout ça est sérieux, et puis c'est Molière, et puis vous êtes des grands artistes, mais on a aussi l'impression d'entendre que vous êtes des enfants qui jouent, on vous donne du matériel et puis... Exactement, mais c'est vraiment ça, hein. C'est très ludique, je trouve. C'est ce qu'on voit dans votre regard en tout cas. Dans le sien aussi, je regarde sur les Alors vous allez jouer encore un peu, les répétitions s'arrêtent quand? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, et dans 2 semaines vous inaugurez la saison Molière. Éric Ruff inaugurait cette saison finalement avec cette pièce, c'est un peu programmatique. Est-ce que ce sera à l'image de cette saison Molière, pleine de surprises, de points de vue, voilà, des prises de risques, on s'attaque à des œuvres quasi intouchables, parce que c'est le cas du Tartuffe. Je l'espère. C'est le propos de cette saison, tel que vous l'avez rêvé. Non, je rêvais d'une saison Molière où on ne soit pas tous à faire la queue dans le péristyle devant le buste pour déposer des fleurs. Ouais. Je voulais que tout d'un coup, cet auteur-là, qui est très mystérieux, d'ailleurs Georges Forestier ne cesse en essayant d'expliquer, j'aime bien, on va faire une grande exposition et en voyant les pièces de cette exposition, plus on montre des choses et plus le mystère s'épaissit. Donc je trouve ça très beau et je me disais que Molière soit un auteur d'une matière extrêmement riche, polysémique, et qu'on puisse s'en servir. Voilà. Qu'on puisse
ne pas être stupéfait ou impressionné, qu'on puisse au contraire, qu'on puisse boxer avec, qu'on puisse bouger les choses, voilà. Et donc je suis très content que finalement ça soit tombé sur cette... c'est assez joli, parce que oui, la comédie française fait comme une création mondiale de Molière 400 ans après, à la comédie française. C'est vrai que l'affiche est assez belle. Ensuite, la seule chose qui marchera, c'est si c'est un très beau spectacle. Voilà, et les très beaux spectacles, c'est comme les très bons acteurs, il y en a dans le monde entier. C'est des chimies particulières qui appartiennent au travail, au hasard, au désir, au fait que ça rencontre tout d'un coup, il y a une vraie nécessité, ça rencontre une oreille attentive du côté du public, mais je voulais absolument que ça soit Ivo qui commence, parce qu'encore une fois je le répète, mais il a été très, très important pour moi, mais je pense que Denis en témoignait sans doute, très important aussi pour la comédie française. Il y a eu des spectacles. À chaque fois, c'est quelque chose d'important. Les damnés à Avignon, Electro-Rest à Épidore, puis là, vous créez une pièce. On parle toujours de la Bérénice de Gruber, on parle toujours du Bal masqué de Vassiliev. Il y a quelques spectacles qui sont... d'ailleurs, quand on redit aux gens que c'était à la Comédie Française, ils tombent des nues en disant « ça, c'était à la Comédie Française ». Ben oui, c'était à la Comédie Française. Donc derrière, j'ai l'impression, je crois savoir que les damnés, notamment, restera une pièce fondatrice de l'histoire de la Comédie Française pour une décennie. À chaque fois, il y a des spectacles qui marquent comme ça. Et je ne dirais pas moi que la Comédie Française est old school, mais ta présence... pas uniquement la tienne, mais ta présence nous inscrit effectivement dans une démarche singulière, contemporaine, dont on a besoin, absolument. On a, grâce à toi, fait des progrès immenses sur le son, par exemple. Il y a pas si longtemps, il y avait des micros quand on chantait, et on n'allait pas très loin du tout. Et là, on arrive... Guy Cassir vient de faire un spectacle, Les démons, les damnés, les démons avec une technicité qu'on aurait été incapable d'assumer si Ivo n'était pas venu et si son degré d'exigence technique ne nous avait pas réveillés. Donc, on a maintenant un son, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un est sorti en disant « j'ai rarement entendu un son aussi bon ». Et alors, j'ai dit « waouh !» parce qu'on n'entendait que le contraire. Donc voilà, c'est aussi... cette présence a une exigence technique aussi, et je me suis toujours dit que la comédie française, c'est pas simple dans des salles historiques. Tu le sais chez toi aussi, c'est pas simple dans les salles historiques parce qu'elles sont pas faites pour ça. Il y a des monuments historiques, il faut demander aux architectes, etc. À chaque fois, on me pose la question, est-ce que ça te dérange qu'il y ait, ça s'appelle un cluster en son, pardon. Un cluster qui se met là. Et moi, j'ai dit toujours, à partir du moment où c'est une chose qu'on peut enlever dans quelques années, ça ne me pose aucun problème. De toute façon, si le spectateur regarde le cluster, c'est que le spectacle n'est pas très bon. Logiquement, si le spectacle est bon, il n'est pas censé voir cette chose-là. Merci Éric Ruff, merci Christophe Montenez, merci Ivo Van Hove, Le Tartuffe ou l'Hypocrite du 15 janvier au 24 avril en alternance à Richelieu, mise en scène Ivo Van Hove avec Claude Mathieu, Denis Podalides, Loïc Corbery, Christophe Montenez, Dominique Blanc, Julien Frison, Marina Hans et les comédiennes et les comédiens de l'Académie. Merci à vous qui nous suivez fidèlement tous les lundis. Je vous rappelle que vous pouvez regarder à nouveau cette émission sur YouTube et la podcaster sur SoundCloud la semaine prochaine, même jour, même heure, avec Judith Chaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Et bonne année. La Comédie Française. Bonne année, pleine de théâtre et de légèreté. Ça. Merci.